C'est une réforme qui n'a jamais été réellement votée au Parlement. C'est légal, c'est constitutionnel, certes, mais est-ce que c'est démocratique ? Je crois qu'il faut le regarder avec un peu de distance en le replaçant dans un contexte qui est celui d'une dérive de plus en plus autoritaire, je trouve, de ce gouvernement, que cette 5e République, elle est profondément dépassée. Le gouvernement est aux abois le 8 juin prochain et discuté à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. Et aujourd'hui, je reçois Romain Géanin. Bonjour. Bonjour. Le groupe Lyot a déposé une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Est-ce que tu peux revenir sur cet épisode et aussi sur l'article 40 qui est au cœur des débats aujourd'hui, puisqu'en effet, le gouvernement souhaite faire sauter cette proposition. On a un gouvernement qui est aux abois et qui multiplie, depuis le départ d'ailleurs, avec cette réforme de retraite, tous les procédés les plus antidémocratiques possibles pour faire obstacle à la discussion parlementaire et pour faire obstacle au vote. Je précise tout de suite que ces procédés sont légaux, qu'ils sont constitutionnels, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont antidémocratiques et j'y reviendrai. Et pourquoi ce gouvernement fait ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'il se sait minoritaire dans la rue, chez les Français comme au Parlement, et il sait donc que s'il organise une discussion sereine, loyale et un vote loyal au Parlement, eh bien il sera sans doute minoritaire et sa réforme des retraites sera sans doute abrogée. Je crois que d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette réforme des retraites, elle est rejetée par la très grande majorité des Françaises et des Français depuis le départ, et pas pour rien. Elle est rejetée parce qu'elle est injuste, parce que ses conséquences et ses effets sur la vie des Françaises et des Français sont absolument terribles. Il s'agit d'ajouter 2 ans de travail de plus à toutes et tous. Il s'agit de nous enlever, à nous toutes et à nous tous, 2 ans de notre vie, 2 ans de notre retraite, qui est le droit le plus précieux finalement quand on a travaillé toute sa vie. Et c'est une réforme qui va avoir des conséquences terribles. Les Françaises et les Français le savent maintenant, mais il faut les rappeler à chaque fois. Et c'est ce qui explique finalement que le gouvernement veuille soit raccourcir les débats parlementaires sur le sujet, soit éviter carrément le vote quand il sent qu'il n'emportera pas ce vote. Et ces conséquences, quelles sont-elles ? Eh bien, elles sont simples. D'abord, avec cette réforme des retraites, ce gouvernement va condamner des milliers de Français à mourir avant d'avoir le droit à une retraite. Et ça, il faut le rappeler. Parce qu'on on sait bien, les études, les statistiques le montrent, à 62 ans, vous avez déjà 5% des Français les plus pauvres qui sont décédés. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou l'ENA pour comprendre qu'à 64 ans, vous avez davantage encore de Français qui, malheureusement, seront décédés, notamment les plus précaires. On parle d'à peu près 28-29% des Français les plus précaires décédés à 64 ans. Donc, avec cette réforme, on condamne quelques milliers de Français en plus à ne pas connaître la retraite. Et ce n'est pas qu'un chiffre. Derrière ce chiffre, il y a des vies humaines. Et puis, il n'y a pas que le problème aussi des gens qui vont mourir, même s'il y a peut-être 10 ou 12 000 personnes qui vont mourir avant de pouvoir atteindre la retraite, c'est aussi les gens qui vont devoir travailler plus longtemps. Oui. Je crois que c'est un point important, c'est une réforme qui va pousser notamment les femmes et les plus précaires à travailler jusqu'à 67 ans pour espérer d'avoir une retraite à taux plein. Donc effectivement, c'est un point qui pose problème. Mais finalement, de quoi le gouvernement a-t-il peur en refusant les débats à l'Assemblée nationale ? Oui, alors tu as raison de le rappeler. La conséquence que j'ai rappelée n'était que la première conséquence. La seconde, qui s'applique à toutes et tous, c'est qu'on va travailler plus longtemps. Et la seconde conséquence qui va s'appliquer à des centaines de milliers de Françaises et de Français, c'est qu'ils vont galérer plus. Tous ceux qui, dans un certain nombre de secteurs qui sont pénibles, qui sont difficiles, tous ceux qui auront du mal à aller jusqu'à 64 ans vont galérer. Et j'utilise ce terme volontairement parce qu'on les condamne finalement à se retrouver en arrêt maladie, à se retrouver à Pôle emploi, à se retrouver au RSA. Et donc on les condamne finalement à percevoir une retraite minorée. Et je pense d'ailleurs que c'est en grande partie l'esprit de ce projet, baisser la pension de retraite de nombreuses Françaises et de nombreux Français. Et comme le gouvernement ne pouvait pas le dire comme ça, parce qu'il voulait baisser ses pensions pour réaliser des économies, eh bien, il a tenté en tout cas de nous le vendre autrement. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il utilise l'article 40 ? Eh bien, pour la même raison que celle qui l'a poussé à utiliser l'article 49.3 lors des débats parlementaires. Et il sait qu'il est minoritaire sur cette question dans la rue, dans les sondages, comme à l'Assemblée nationale et au Sénat, comme au Parlement.
à l'Assemblée en tout cas, au Sénat peut-être un peu moins. Vous avez un groupe, qui est le groupe Lyot, groupe parlementaire, qui a effectivement souhaité déposer une proposition de loi tendant à abroger la réforme des retraites que ce gouvernement nous a imposée par le biais du 49.3. C'est une réforme qui n'a jamais été réellement votée au Parlement. Donc cette proposition de loi gêne profondément le gouvernement, et toute la Macronie d'ailleurs, parce que si elle est adoptée, eh bien, sa conséquence sera directe, elle sera immédiate, il n'y aura plus de réforme des retraites. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques jours maintenant, toute la Macronie essaye d'installer une petite musique selon laquelle cette proposition de loi serait irrecevable en soulevant ce fameux article 40 de la Constitution. Et d'ailleurs, je vais préciser ce qu'est l'article 40, mais ce qu'on peut constater, c'est que tout au long de ce processus d'adoption ou d'imposition de la réforme des retraites, le gouvernement vraiment aura pioché dans tous les articles possibles et inimaginables de la Constitution pour empêcher un vote parlementaire qui manifestement le gêne. Hop, petite pause dans la vidéo, juste pour vous indiquer que personne ne nous finance à part vous. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez nous faire un don sur KissKissBankBank, le lien il est dans la description, ce qui nous permettra de continuer à faire ces vidéos. Il a d'abord utilisé l'article 47.1 de notre Constitution pour limiter le temps des débats parlementaires. Il a ensuite utilisé l'article 49.3 de la Constitution, je le disais, parce qu'il savait bien que s'il allait au vote, il allait être minoritaire. Et aujourd'hui, il utilise, ou il pense utiliser l'article 40 de la Constitution pour rejeter cette proposition de loi qui émane du groupe Lyot, en déclarant que celle-ci serait irrecevable. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, cet article 40 de la Constitution? Il nous dit que les parlementaires ne peuvent pas déposer de proposition de loi, ou en tout cas que cette proposition de loi sera alors irrecevable, si elle a pour conséquence d'aggraver les dépenses ou de réduire les recettes. Et le gouvernement et les lieutenants d'Emmanuel Macron ont donc décidé de se saisir de cet article 40 pour dire que la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites entraînerait des dépenses supplémentaires et dans ces conditions qu'elle serait irrecevable. Ce n'est qu'un moyen pour tenter d'éviter de débattre de cette proposition de loi et tenter d'éviter ensuite un éventuel vote à l'Assemblée nationale, parce que tout le monde en est conscient, à l'Assemblée nationale, ce gouvernement serait minoritaire s'il y avait un vote. Et donc, ils utilisent ce subterfuge pour tout simplement éviter qu'il y ait le moindre vote. Mais on en reparlera peut-être. Encore une fois, ils nous disent, à la télé, on les entend, c'est légal, c'est constitutionnel. Certes, mais est-ce que c'est démocratique? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'avec cette succession de procédés antidémocratiques, moi je considère que c'est antidémocratique, je crois qu'on est en train de dégoûter de la politique et d'écœurer des millions de Françaises et de Français. Parce que quand on est opposé à la réforme des retraites, quand on a manifesté pendant 3 ou 4 mois, quand on voit dans les sondages que les Françaises et les Français rejettent majoritairement cette réforme, quand on voit que même à l'Assemblée nationale, les parlementaires, qui ne sont pas majoritairement de gauche, rejettent quand même majoritairement cette réforme, et quand on voit que ce gouvernement, pour éviter tout vote, utilise une fois l'article 49.3, une autre fois l'article 40, on ne peut être que dégoûté et écœuré de la politique. Et ça, c'est terrible parce que ça fait mal à nos institutions, ça nous fait mal à toutes et tous, à nous qui aimons la politique et qui pensons qu'avec la politique, on peut changer les choses. Donc, ce qui est en train de se passer est terrible, non seulement du point de vue de la réforme des retraites, évidemment, non seulement d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue démocratique, parce que ce gouvernement est en train durablement, vraiment, d'écœurer, de dégoûter des millions de Français, je le crois profondément. J'aimerais juste rebondir sur un point, c'est sur effectivement cet article 40, ils le sortent un peu de leur chapeau puisqu'en fait, il n'est jamais utilisé à l'Assemblée nationale. Ça serait la première fois où la mention de cet article servirait à stopper une proposition de loi. Cet article 40, en fait, il pourrait être utilisé dans toutes les propositions de loi. Toute proposition va forcément avoir un impact sur les finances de l'État. Finalement, est-ce que le gouvernement a peur du débat démocratique et plus généralement, est-ce qu'il a peur de la démocratie parlementaire?
Je crois qu'on a un gouvernement qui, de plus en plus, fuit le débat démocratique et qui a une pratique des institutions et de la Constitution qui est, je trouve, de plus en plus, anti-parlementaire. Voilà, c'est très clairement, effectivement, tout ce qui peut leur servir dans la Constitution à éviter le débat parlementaire quand il les gêne est utilisé. Et cet article 40 n'est que le dernier, finalement, d'une longue série de recours à des procédés qui, encore une fois, sont peut-être certes constitutionnels, mais qui ne sont, à mes yeux, pas très démocratiques et qui, en tout cas, ne sont pas bons pour la démocratie. Le rapport de ce gouvernement avec le débat parlementaire, on le voit depuis le début de l'année avec ce processus d'adoption de la réforme des retraites. Finalement, je crois qu'il faut le regarder avec un peu de distance en le replaçant dans un contexte qui est celui d'une dérive de plus en plus autoritaire, je trouve, de ce gouvernement, qui cherche à éviter les votes au Parlement, qui interdit parfois des manifestations syndicales pacifiques quand elles le dérangent, qui interdit même des rassemblements de 30, 50 ou 200 personnes qui tapent sur des casseroles. Et pour autant, on voit que nombre de ces rassemblements ont été interdits, alors que très franchement, entre nous, enfin, bon, 30 personnes, 50 personnes, 200 personnes qui tapent sur une casserole, je crois qu'il y a plus grave. Tu es avocat, du coup, d'un point de vue légal, c'est intéressant de comprendre justement comment l'état de droit est mis à mal aussi par le gouvernement, puisqu'en fait, il donne des arrêtés complètement illégaux. Ouais. Et quelle pourrait être ta lecture comme ça, toi, en tant qu'avocat de la chose, en tant que juriste? Moi, je considère, comme de nombreux autres confrères et consoeurs, effectivement, que nombre de ces arrêtés sont illégaux. Parce que très souvent, la préfecture les base, ces arrêtés, sur le potentiel trouble à l'ordre public ou sur le risque, en tout cas, de trouble à l'ordre public que pourraient générer ces rassemblements. Le trouble à l'ordre public, juridiquement, c'est une notion qui est très large, que la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des tribunaux, essayent de préciser et a essayé de préciser depuis des dizaines d'années. Mais c'est évidemment une notion un peu fourre-tout qui permet quand même d'interdire de très nombreuses manifestations, de très nombreux rassemblements. Sauf que le principe, qui est un principe fondamental, doit rester quand même la liberté de manifester. Et c'est d'ailleurs sur ce fondement qu'on arrive à faire annuler, mais parfois trop tard, un certain nombre de ces arrêtés, en démontrant bien qu'il n'y avait pas de risque sérieux de trouble à l'ordre public. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, 50 personnes ou 200 personnes qui tapent sur une casserole, est-ce que c'est un risque de trouble à l'ordre public? Je ne le crois pas. C'est peut-être un risque de trouble à l'image pour Emmanuel Macron quand il se déplace. Est-ce que c'est un risque de trouble à l'ordre public? Est-ce que ce sont ces 50 ou 200 personnes qui bien souvent sont des militantes et des militants syndicaux et politiques assez raisonnables, assez pacifiques, qui vont mettre à feu et à sang la France? Évidemment que non. Je caricature peut-être un peu, mais en tout cas, très souvent, ces arrêtés sont annulés, malheureusement parfois un peu tard. Ce qui fait que les rassemblements, souvent, n'ont pas lieu, ou que nombre de celles et ceux qui pensaient y participer ne le font pas en croyant qu'ils sont interdits, qu'ils sont illégaux, et en se disant qu'il vaut mieux éviter d'y aller si on ne veut pas se faire gazer. Tout à l'heure, tu parlais du coup de l'article 47.1, de l'article 49.3 qui a venu clôturer le débat parlementaire. Là, on parle de l'article 40. En fait, tous ces articles, ils sont dans la Constitution. Et toi, donc, tu es porte-parole de chez Génération. Quelle est la position de Génération vis-à-vis de la Ve République et du coup vis-à-vis de la démocratie? D'abord, effectivement, ce recours à ces différents articles, je crois qu'il nous démontre toutes et tous, et notamment à nous, militantes et militants de gauche, qui en sommes convaincus que cette Ve République, elle est profondément dépassée. Qu'elle est profondément dépassée et qu'il est temps de mettre en place une 6e République. Et évidemment, Génération est viscéralement, profondément attachée à l'avènement d'une 6e République parlementaire et à une refonte donc de la Constitution et de nos institutions. Parce qu'on le voit bien,
et la pratique du pouvoir qui est celle d'Emmanuel Macron le montre encore plus, je trouve, que ses prédécesseurs, cette constitution est dépassée. Et avec cette constitution, un seul homme ou une seule femme, mais pour l'instant, ce sont des hommes qui sont élus présidents, donc un seul homme peut faire plus ou moins ce qu'il veut dans le pays pendant 5 ans, entre les 2 élections présidentielles et législatives. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, on parlait de l'article 40, qui interdit, je le rappelle, aux parlementaires de faire des propositions de loi qui auraient pour conséquence soit de réduire les recettes de l'État, soit d'aggraver les dépenses de l'État. Eh bien, avec la Constitution de 1946, par exemple, on avait déjà des contraintes qui pesaient sur les parlementaires, on avait déjà des pouvoirs qui avaient essayé quand même de restreindre l'initiative budgétaire des parlementaires, mais à l'époque, ils pouvaient, par exemple, proposer une compensation. C'est-à-dire qu'ils pouvaient proposer, certes, d'aggraver des dépenses, mais eh bien, dans ce cas, ils pouvaient proposer de compenser cette aggravation des dépenses avec une augmentation des recettes. Donc, on avait la possibilité, c'est un exemple parmi d'autres, on avait cette possibilité qui existait et qu'on pourrait retrouver dans le cadre d'un nouveau régime qui laisserait beaucoup plus de place au Parlement. J'ai utilisé cet exemple, je pourrais en utiliser de nombreux autres. Quoi qu'il en soit, la Ve République est profondément dépassée et nous militons, nous, à Génération, pour une 6e République parlementaire dans laquelle il y aurait d'ailleurs beaucoup plus de représentation proportionnelle permettant à toutes et tous d'être représentés au Parlement, permettant donc aux idées des différentes sensibilités qui composent ce pays de s'exprimer. Merci pour ces réponses. Donc là, on va rentrer dans un nouvel épisode. Dans un an, c'est les élections européennes. Vous avez publié il y a quelques jours un communiqué en faveur d'une unité à gauche, notamment une unité sur la NUPES. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, nous sommes profondément attachés à l'unité de la NUPES. Nous pensons que en 2027, ce qui se joue, c'est notre capacité à nous, la gauche, les écologistes, d'incarner une alternative à la Macronie et au Rassemblement national et d'arriver enfin au pouvoir pour changer véritablement les choses. Ça commencera d'ailleurs par, je l'espère, l'abrogation de la réforme des retraites. Mais on aura le temps d'y revenir. Donc nous croyons que dans cette perspective, la NUPES est un joyau parce que la NUPES est l'outil de base qui nous permettra d'arriver à cette fin, qui nous permettra d'incarner cette alternative